Vous savez, d'habitude, je vais observer des choses qu'on peut toucher sans risquer d'y rester collé par la joue. Mais aujourd'hui, j'ai quelque peu surestimé mes ambitions. Nous sommes dans un chantier naval où l'on construit la coque d'un brise-glace nucléaire. Et oui, c'est exactement ce type de navire qui ne contourne pas la glace, mais la traverse comme un couteau dans du beurre. Devant moi se dresse un squelette d'acier gigantesque qui bientôt opérera dans des conditions où la température descend en dessous de -50 degrés Celsius et où la pression de la glace peut broyer la coque avec une force difficile même à imaginer. Ce qui m'a frappé en premier ici, ce n'est pas la taille, bien que la longueur du futur navire dépasse 150 mètres et que l'épaisseur de certaines tôles de coque atteigne plusieurs centimètres. Ce qui impressionne, c'est justement l'approche de l'acier. Ce n'est pas du métal ordinaire sorti d'un laminoir. On utilise ici des nuances d'acier spéciales qui conservent leur plasticité même par grand froid. Si l'acier ordinaire devient cassant au froid, celui-ci, au contraire, doit résister au choc des champs de glace sans se fissurer. Les ingénieurs me l'expliquent simplement. La coque doit pouvoir légèrement jouer, sinon elle ne survivra tout simplement pas à l'Arctique. D'énormes tôles d'acier arrivent ici après un premier traitement. Chacune pèse des dizaines de tonnes, et lorsque la grue la soulève, on a l'impression qu'il s'agit d'un morceau d'immeuble qu'on aurait décidé de déplacer par hasard. Mais la forme du brise-glace n'apparaît pas d'un coup. Ces tôles passent d'abord par des rouleaux géants qui les cintrent lentement selon l'angle requis. Devant moi se dressent d'imposants cylindres d'acier, chacun aussi large qu'un tronc d'arbre respectable, disposés l'un au-dessus de l'autre. Entre eux, on introduit lentement une tôle d'acier plane, lourde, rigide, en apparence totalement inflexible. L'opérateur donne le signal et le mécanisme se met en marche. Les cylindres tournent à faible vitesse, mais avec une force colossale. La tôle s'engouffre progressivement à l'intérieur et à un moment donné, on la voit commencer à se transformer. D'abord, une courbure à peine perceptible, puis le rayon s'accentue et le métal n'est déjà plus plat. Il s'arrondit avec fluidité. Le son est particulier, une pression sourde, des grincements et de légers craquements, comme si le métal cédait à contre-cœur. Le processus n'est pas rapide. La tôle peut être laminée plusieurs fois, en modifiant la position des cylindres, jusqu'à obtenir l'angle ou la courbure exacte. Et soudain, ce n'est plus un simple morceau d'acier qui se trouve devant vous, mais un élément de la future coque, épousant parfaitement sa forme. Je me tiens à proximité et j'entends le métal littéralement gémir sous la charge. Un son comme si vous pressiez quelque chose de très obstiné, qui cède à contre-cœur. Vient ensuite l'assemblage des sections. Et là, tout ressemble à un gigantesque jeu de construction, sauf que chaque pièce pèse le poids d'une petite locomotive. Les blocs individuels de la coque sont assemblés dans l'atelier. Il peut s'agir de sections de 20, voire 30 mètres de long. Chacune contient déjà une partie des cloisons internes, des chemins de câbles et même les fondations des futurs ponts. Ensuite, ces blocs sont transportés vers la cale et assemblés. J'entre dans l'atelier et là se dressent déjà des sections de coque terminées. Ce ne sont pas de simples tôles, ce sont des morceaux entiers du futur navire, longs de 20, parfois même 30 mètres. À l'intérieur de chacun de ces blocs, on devine déjà la vie, cloisons, passages, ouverture pour les câbles, emplacement où passeront bientôt tuyaux et systèmes. Autrement dit, la coque ne se construit pas de zéro en un seul lieu. Elle s'assemble par morceaux, comme un puzzle, mais très lourd et très chaud à fabriquer. Puis viennent les grues. La section est soulevée dans les airs lentement, sans mouvement brusque, et transportée vers la cale de construction. Là, elle est délicatement descendue et ajustée aux parties déjà installées. Et c'est à ce moment précis que vous voyez littéralement les pièces détachées commencer à former un tout cohérent.
le futur brise-glace. La soudure, c'est une autre histoire. Impossible de simplement faire un cordon et partir prendre un café. Chaque assemblage passe par un contrôle à plusieurs niveaux. D'abord, le soudeur réalise le cordon principal, puis celui-ci est vérifié aux ultrasons pour s'assurer qu'il n'y a ni cavité ni fissures à l'intérieur. Si quelque chose cloche, on découpe et on recommence. J'ai vu un cordon refait 3 fois et personne ne s'énervait. Ici, c'est la pratique normale, car le prix de l'erreur est bien trop élevé. La forme de la coque mérite qu'on s'y attarde. Un brise-glace n'a pas simplement une proue robuste. Celle-ci est spécialement conçue pour grimper sur la glace et la briser par son propre poids. Pour cela, la partie avant présente une inclinaison caractéristique et elle est renforcée par des couches d'acier supplémentaires. À certains endroits, l'épaisseur de la structure est multipliée par plusieurs facteurs. Et à l'intérieur, on ajoute des raidisseurs qui répartissent la charge sur toute la longueur du navire. Pendant que je me promène ici, tout bouge en permanence autour de moi. Grues, plateformes, ouvriers casqués qui ont l'air de vivre une journée ordinaire. Pourtant, il faut bien l'avouer, quand une section de coque de plusieurs dizaines de tonnes vous survole, on révise quelque peu sa notion d'ordinaire. L'un des ingénieurs plaisante en disant que le plus terrible ici, ce n'est ni le froid ni le métal, mais si quelqu'un oublie son déjeuner dans l'atelier, le retrouver dans cette immensité relève de l'impossible. Lorsque toutes les sections sont assemblées, la coque commence à prendre forme. Sa longueur se fait physiquement sentir. Vous longez le flanc et vous vous surprenez à penser que c'est comme longer un immeuble de plusieurs étages, mais à l'horizontale. La hauteur du bordé impressionne aussi. Plusieurs niveaux qui deviendront bientôt des ponts, des salles des machines et des quartiers d'équipage. Vient ensuite le traitement de surface. Le métal est nettoyé, recouvert de revêtements anti-corrosion, puis peint avec des compositions spéciales qui réduisent la friction avec l'eau et protègent la coque du sel et de la glace. On dirait de la cosmétique pour géants. Mais en réalité, c'est de cela que dépend le nombre d'années durant lesquelles le navire pourra fonctionner sans réparation majeure. Et me voilà, au terme de cette visite, face à cette coque. Et je me dis, ce n'est pas encore un navire achevé. Il n'y a ni réacteur, ni hélice, ni système de commande. Mais dès maintenant, l'essentiel est visible. C'est une structure conçue pour affronter les éléments, où chaque millimètre de métal a sa raison d'être. Et lorsqu'il prendra la mer, il ne se contentera pas de naviguer. Il tracera une route là où d'autres n'oseraient même pas s'aventurer. Les brise-glaces nucléaires modernes sont capables de fracturer de la glace jusqu'à 2,80 m d'épaisseur en mouvement, et les nouveaux projets jusqu'à 4,5 m. Quant à la puissance, c'est un chapitre à part. Ces navires disposent de moteurs développant des dizaines de milliers de chevaux. Par exemple, les brise-glaces lourds peuvent dépasser 75 000 chevaux vapeur. Et sans cette puissance, ils ne parviendraient tout simplement pas à briser la glace. Je vais encore flâner un peu ici, écouter ce grincement du métal, observer comment naissent ces machines extraordinaires. Puis, je partirai préparer votre prochaine escapade. Car après une telle expérience, l'envie est irrésistible de découvrir quelque chose d'aussi grandiose, d'aussi complexe et d'un peu fou. Et il me semble que j'ai déjà quelques idées en tête. Chaque année, des milliers de tonnes de métaux sont extraites dans le monde. Mais un seul d'entre eux est si dangereux qu'il peut tuer un homme même sous forme de poussière, tout en nous permettant de remonter 13 milliards d'années dans le passé de l'univers. C'est le beryllium. Un métal plus léger que l'aluminium, mais plusieurs fois plus rigide que l'acier. Un métal sans lequel le télescope spatial James Webb n'existerait pas. Mais il y a un détail dont presque personne ne parle. Pourquoi sa production évoque-t-elle un cauchemar chimique? Et pourquoi le manipuler ressemble-t-il à un jeu mortel?
Et que cachent exactement ces usines derrière leurs épaisses vitres de protection? Ne zappez pas, vous découvrirez ce qui changera à jamais votre perception du métal. Entrons directement dans les chiffres, car ils sont tout simplement renversants. Regardez ce bloc de métal. En apparence, un simple morceau de ferraille grise, mais si j'essaie de le soulever, je risque de me heurter le menton tant je serai surpris. La densité du beryllium n'est que de 1,85 g par centimètre cube. C'est près de 30% de moins que l'aluminium, que nous considérons habituellement comme la référence en matière de légèreté. Mais voici le tour de force. Malgré cette quasi-apesanteur, le beryllium est 4 fois plus rigide que l'acier. Son module d'élasticité atteint l'incroyable chiffre de 303 gigapascales. Cela signifie que ce matériau oppose une résistance considérable à toute déformation. Vous pourriez en faire une structure fine, comme du papier. Elle conserverait sa forme sous une charge colossale. Son processus d'extraction constitue un chapitre à part dans le manuel de survie industrielle. La source principale, un minéral appelé bertrandite, extrait dans les déserts de l'Utah. Le minerai ne contient qu'environ 0,5% de beryllium. Pour extraire ce métal, la roche est broyée puis plongée dans de l'acide sulfurique, transformant le tout en une sorte de bouillie chimique. Ensuite, par une série de manipulations complexes avec des hydroxydes et des fluorures, on obtient du fluorure de beryllium pur. Celui-ci est mélangé à du magnésium dans d'immenses creusets et chauffé à une température de 1300 degrés Celsius. Le magnésium capte le fluor, tandis qu'au fond se déposent des grains métalliques brillants, ce qu'on appelle des pellets ou galets de beryllium. Mais ce n'est que le début, car il est impossible de les travailler directement. C'est ici que nous arrivons à la partie la plus dangereuse de notre visite. Le beryllium est une véritable bombe toxique. Sa poussière provoque la berylliose chronique, une maladie qui rend vos poumons tout simplement incapables de fonctionner. C'est pourquoi personne ici ne coule le métal dans des moules, comme on le ferait avec de la fonte. On utilise des méthodes de métallurgie des poudres. Les grains de métal sont broyés en une poudre fine dans des broyeurs spéciaux sous vide. Chaque grain de poudre doit être sous contrôle. Ensuite, cette poudre est versée dans d'immenses capsules d'acier et soumise à un pressage à chaud sous vide. Imaginez une pression de centaines d'atmosphères et une température de plus de 1000 degrés qui écrasent simultanément cette poudre, la forçant à devenir un bloc monolithique. Cela dure des heures, jusqu'à ce que la structure devienne parfaitement homogène. Pourquoi donc les ingénieurs du télescope ont-ils choisi ce matériau infernal pour leur miroir? C'est une question de froid cosmique. James Webb opère au point de Lagrange numéro 2, où la température chute à moins 223 degrés Celsius. Le verre ordinaire, soumis à un tel refroidissement, commence à se déformer de manière imprévisible. Or, le beryllium possède une propriété unique. Son coefficient de dilatation thermique devient pratiquement nul aux basses températures. Il se fige, pour ainsi dire. Cela a permis de créer des miroirs qui restent parfaitement lisses, même dans le froid le plus impitoyable du cosmos lointain. Chacun des 18 segments du miroir mesure 1,30 m de diamètre, mais ne pèse que 20 kg. Si nous les fabriquions en verre, ils pèseraient près de 100 kg chacun, et la fusée ne pourrait tout simplement pas décoller. Chaque miroir a été usiné dans un bloc massif, en retirant 90% de la masse à l'arrière pour créer une structure alvéolaire légère. C'est ce qu'on appelle l'allègement structural. L'épaisseur des parois n'y est que de quelques millimètres. Ensuite commence le polissage. Il s'effectue à l'aide de systèmes informatiques qui éliminent les irrégularités de l'ordre du nanomètre. 1 milliardième de mètre, voilà la précision qui règne ici. Puis, les miroirs sont transportés dans une chambre cryogénique, où ils sont refroidis aux températures spatiales, les déformations microscopiques sont mesurées,
puis on les polit à nouveau pour compenser ces variations. Ce cycle a été répété des dizaines de fois sur plusieurs années. Et maintenant, observez cette couleur. Nous avons l'habitude de voir les miroirs des télescopes dorés, mais sous l'or se trouve du beryllium pur. L'or n'est appliqué qu'à la toute fin, par pulvérisation sous vide. La couche d'or ne fait que 100 nanomètres d'épaisseur. C'est 1000 fois plus fin qu'un cheveu humain. Pour ce miroir immense de 25 mètres carrés, on n'a utilisé qu'environ 48 grammes d'or. L'équivalent de 3 ou 4 alliances, étalé sur une surface gigantesque. L'or est nécessaire, car le télescope recherche le rayonnement infrarouge des toutes premières étoiles, qui se sont allumées il y a 13 milliards et demi d'années. Le beryllium apporte rigidité et stabilité, l'or une réflexion parfaite. Dans cette usine, les mesures de sécurité semblent paranoïaques, mais c'est une paranoïa justifiée. Vous voyez ces lignes jaunes au sol? Impossible de les franchir sans chaussures spéciales. L'air de l'atelier est entièrement renouvelé toutes les 3 minutes. Le taux de beryllium dans l'air ne doit pas dépasser 0,2 de microgramme par mètre cube. C'est si minuscule que vous ne pourriez même pas le voir au microscope. Et pourtant les capteurs sont partout ici. Chaque employé passe par une douche spéciale en fin de service, et leurs vêtements sont éliminés comme des déchets dangereux. C'est le prix à payer pour pouvoir sonder les profondeurs du cosmos. Mais le beryllium ne se limite pas à l'espace. Regardez ces pièces minuscules pour moteurs d'avion. Parce qu'il conduit la chaleur mieux que la plupart des métaux, le beryllium est idéal pour les composants qui doivent refroidir rapidement. Sa conductivité thermique atteint environ 210 watts par mètre Kelvin. Il évacue la chaleur plus vite que l'aluminium, tout en ne fondant qu'à 1287 degrés. Cela permet aux avions de voler plus vite et aux moteurs de fonctionner plus efficacement. Autre fait intéressant que vous n'entendrez guère à l'école. Le beryllium est presque transparent aux rayons X. Si vous faites une radiographie à travers une plaque d'acier, vous ne verrez rien. Mais le beryllium laisse passer les rayons comme s'ils n'étaient pas là. C'est précisément pour cette raison que les fenêtres de tous les appareils de radiographie et scanners dans les hôpitaux sont fabriquées en feuilles de beryllium. Cela permet aux médecins d'obtenir des images nettes de votre corps, sans perdre la puissance du rayonnement dans l'appareil lui-même. Vous vous demandez combien coûte tout ce plaisir? Eh bien, si vous voulez acheter 1 kg de beryllium pur, prévoyez entre 800 et 1000 $. Mais ce n'est que pour la matière première. Le coût d'une pièce finie peut être des dizaines de fois plus élevé, en raison de la complexité de l'usinage et des mesures de sécurité. Un seul segment de miroir du web a coûté des millions de dollars, si l'on tient compte de toutes les années de tests et de polissage. Merci d'avoir suivi cette exploration, et si vous aimez la vraie science autant que moi, n'hésitez pas à laisser un like. À bientôt pour un prochain site secret. Chaque année dans le monde, des millions de tonnes de métaux traversent des fours à plus de 1000 degrés pour se transformer en ce que nous utilisons au quotidien, des voitures aux avions. Mais si je vous disais que certains de ces matériaux sont plus légers que le plastique, d'autres plus lourds que l'or, et que certains peuvent survivre aux conditions de l'espace? Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le magnésium, le tungstène et le titane naissent de l'eau de mer, de la poudre et de la roche. Et le plus fascinant, un fait sur ces métaux changera votre regard sur les objets du quotidien. Restez avec nous, et vous comprendrez ce dont presque personne ne parle. Commençons par le magnésium. On me conduit dans un atelier qui ressemble un peu à la cuisine de géants. D'immenses réservoirs, des tuyaux qui courent le long des murs, et le mouvement lent d'une masse qui, il y a peu encore, était de l'eau de mer ou de la roche. Ici, le magnésium n'apparaît pas subitement. Il parcourt un long chemin.
Je regarde la matière première entrer dans les fours, et la température y est telle que, même à plusieurs mètres de distance, on sent la chaleur sur sa peau. Plus de 1000 degrés Celsius, et ce n'est là qu'une des étapes. Lorsque le magnésium finit par se dégager, il ressemble à un métal argenté, dont la surface est très calme. C'est un peu trompeur, car je sais que si on l'enflamme, il produit une lumière si vive qu'il devient difficile de la regarder, même avec une protection. Ensuite, on me montre les lingots. J'en prends un dans mes mains, et c'est là que le cerveau commence à se disputer avec lui-même. Il pèse moins qu'on ne s'y attendrait. Vraiment, on a l'impression qu'on vous a donné une réplique. Le magnésium est plus léger que la plupart des métaux, et même certains plastiques semblent plus lourds. Pourtant, on l'utilise dans des pièces qui supportent des charges, des chocs et des vibrations. À mes côtés, un ingénieur m'explique qu'une voiture moderne peut contenir jusqu'à 10 kg de magnésium, et ce chiffre ne cesse d'augmenter. Je me surprends à penser que voici un cas où la légèreté n'est pas un compromis, mais un atout. Nous passons dans un autre atelier, et l'atmosphère change du tout au tout. Si le magnésium paraissait léger, presque aérien, le tungstène en est l'exact opposé. Lourd, dense, il semble fait pour résister à tout. On me tend un petit morceau, et il pèse bien plus lourd qu'on ne l'imaginerait pour sa taille. Le point de fusion dépasse ici 3400 degrés Celsius. Nous sommes dans une toute autre dimension. On ne le fond pas au sens classique. On le travaille par métallurgie des poudres. J'observe comment une fine poudre est compressée dans un moule, puis fritée au four, et se transforme progressivement en métal dense. On dirait presque un tour de magie, seulement très lent et très maîtrisé. Mais le plus fascinant arrive ensuite, le titane. Ici, tout évoque quelque chose entre un laboratoire et une installation spatiale. La production de titane, c'est une histoire de pureté et de contrôle. La matière première est traitée de manière à éliminer toutes les impuretés, et cela prend du temps. Les réacteurs sont fermés, l'atmosphère à l'intérieur est contrôlée, car le titane réagit très activement avec l'oxygène à haute température. J'observe le processus de réduction, où le métal traverse plusieurs étapes avant de devenir ce matériau brillant que l'on utilise ensuite dans les avions et les implants médicaux. Lorsqu'on me montre les lingots de titane, je me surprends à nouveau avec une sensation étrange. Ils ont l'air solides, importants, mais en même temps pas si lourds que ça. Le titane est environ 2 fois plus léger que l'acier, tout en rivalisant avec lui en termes de résistance. Et c'est précisément ce qui le rend si précieux. Imaginez à quel point il est important de réduire le poids d'un avion, ne serait-ce que de quelques centaines de kilogrammes. C'est une économie de carburant, c'est une plus grande autonomie de vol, c'est une efficacité différente. Je marche entre les ateliers et je pense à quel point ces matériaux sont différents. Le magnésium, léger et rapide, le tungstène, lourd et obstiné, le titane, équilibré et précis. Et pourtant, ils naissent tous de la même idée. Prendre ce qui existe dans la nature et le contraindre à travailler selon nos conditions. Ici, rien n'est laissé au hasard. Chaque degré de température, chaque minute d'usinage, chaque mouvement de la machine, tout est calculé. À la fin, je sors dans la rue, et après le bruit des ateliers, le silence me frappe presque. Je regarde les choses ordinaires autour de moi, les voitures, les bâtiments, les machines. Et je comprends qu'à l'intérieur de tout cela, ces matériaux sont déjà présents. Ils ne criment pas leur existence, n'attirent pas l'attention, mais sans eux, tout fonctionnerait autrement. Le magnésium est le 8e élément le plus abondant dans la croûte terrestre, et en même temps, l'un des métaux les plus massifs de l'océan mondial. Dans chaque mètre cube d'eau de mer, se trouve dissous environ 1 kg de magnésium. Cela peut sembler peu, mais si l'on considère l'échelle des océans, il s'agit déjà de billions de tonnes de matière première potentielle.
C'est pourquoi les pays ayant accès à la mer développent activement cette production, bien qu'elle nécessite beaucoup d'énergie. Justement, parlons d'énergie. La production d'une tonne de magnésium peut exiger plus de 10 000 kWh d'électricité. C'est à peu près ce qu'un appartement moyen consomme en plusieurs années. Un approvisionnement électrique bon marché fait donc toute la différence. Sans surprise, près de 85% du magnésium mondial est aujourd'hui produit en Chine. Avec le tungstène, l'histoire est encore plus fascinante. C'est l'un des métaux les plus réfractaires de la planète, et sa température de fusion dépasse 3400 degrés Celsius. À titre de comparaison, l'acier fond aux alentours de 1500 degrés. C'est précisément pour cette raison que le tungstène est utilisé là où d'autres matériaux capitulent tout simplement. Par exemple, les filaments incandescents des ampoules, les pièces de moteur fusée ou les outils d'usinage des métaux. De plus, il est si dense qu'un petit morceau peut peser autant qu'un gros élément en acier. Sa densité dépasse 19 grammes par centimètre cube, soit pratiquement celle de l'or. Le titane, quant à lui, paraît plus terrestre, mais ses chiffres sont tout aussi impressionnants. Il est environ 45% plus léger que l'acier, tout en pouvant atteindre une résistance équivalente, voire supérieure, dans ses alliages. Dans un avion de ligne moderne, la proportion de titane peut représenter jusqu'à 15% de la masse structurelle. Ce n'est pas un hasard, car il résiste également à la corrosion. Même l'eau de mer ne lui fait pratiquement rien. C'est pourquoi on le retrouve dans les navires, les engins sous-marins et les implants médicaux, qui peuvent fonctionner dans le corps humain pendant des décennies. Il y a encore un aspect qui m'a particulièrement marqué. Si l'on compare l'empreinte carbone de la production, le magnésium et le titane sont encore désavantagés face à l'acier, en raison de la forte intensité énergétique des processus. Mais grâce à la réduction du poids des produits finis, ils permettent d'économiser du carburant et de l'énergie lors de leur utilisation. Par exemple, alléger un véhicule de 100 kg peut réduire la consommation de carburant de plusieurs pourcents. Et c'est là que commence une partie de longue haleine, où le matériau amortit son coût tout au long de son cycle de vie. Et un dernier fait qui résume bien toute cette histoire. Une automobile moderne moyenne contient déjà plus de 20 métaux différents, et la part des alliages légers augmente chaque année. Cela signifie que ces matériaux passent progressivement de la catégorie « quelque chose pour l'aviation » à notre vie quotidienne. Et le plus fascinant, c'est que nous ne le remarquons presque pas jusqu'au moment où nous nous retrouvons dans une usine et voyons comment tout cela naît de la pierre, de la poudre et de l'eau de mer. Chaque année, des dizaines de milliers de drones sont produits dans le monde. Mais seule une poignée d'entre eux est capable de changer les règles du jeu d'une guerre entière. Et voici ce qui étonne le plus. Nous n'avons pas affaire à un chef-d'œuvre high-tech à plusieurs millions de dollars, mais à un triangle étrange fait de matériaux qui rappellent davantage l'emballage d'un téléviseur. Et pourtant, il parcourt jusqu'à 2500 km et fait trembler les systèmes de défense anti-aérienne les plus coûteux au monde. Comment se fait-il que la simplicité soit devenue l'arme du futur ? Et que cache réellement ce cyclomoteur, dont le bruit effraie aujourd'hui plus que celui des réacteurs ? Restez avec nous jusqu'au bout, car un détail de cette construction explique tout, et il va vraiment vous surprendre. Commençons par un examen visuel, car cet appareil, son envergure atteint 2,5 mètres et sa longueur 3,5 mètres. Cet oiseau pèse environ 200 kg. Regardez la structure. Ce n'est ni de l'aluminium aéronautique ni du titane spatial, c'est de la fibre de verre et du polystyrène expansé. Oui, vous ne vous trompez pas, exactement le matériau dans lequel on emballe votre nouvelle télévision. Pourquoi est-ce génial, me direz-vous ? Parce qu'une telle structure ne réfléchit presque pas les ondes radar. Elle est si rudimentaire
que les grands systèmes sophistiqués de défense anti-aérienne ne comprennent parfois tout simplement pas ce qui vole. Une vraie cible, ou une nuée d'oiseaux ayant décidé de migrer vers le sud en février. Le cœur de ce triangle volant, le moteur. C'est un moteur à essence 2 temps de 50 chevaux. Il sonne exactement comme le vieux cyclomoteur de grand-père ou la tondeuse à gazon du voisin un samedi matin. C'est précisément pour ce bruit qu'on les a surnommés les mobylettes. Le réservoir contient assez de carburant pour permettre à cet engin de voler sur une distance allant jusqu'à 2500 km. Imaginez un peu, 2500 km avec un moteur de mobylette. Sa vitesse n'a rien de foudroyant, entre 120 et 180 km/h environ. Autrement dit, si vous accélérez bien au volant d'une voiture de sport, vous pourrez le doubler sur l'autoroute. Mais il n'est pas pressé. Sa mission, c'est de vrombir longuement et obstinément jusqu'à ce que quelqu'un craque. Passons maintenant au plus intéressant, le cerveau. Vous vous attendez sans doute à y trouver des processeurs dernière génération, valant des millions d'euros. Eh bien non. La navigation repose ici sur un signal civil ordinaire du système de positionnement mondial. En gros, à l'intérieur se trouve quelque chose de très similaire au GPS de votre smartphone, juste un peu mieux protégé contre les brouillages. Si l'adversaire tente de brouiller ce signal, le Shahed dispose d'un plan B, un système inertiel. Il s'agit d'un ensemble de capteurs qui indiquent à l'appareil dans quelle direction il penche et à quelle vitesse il vole. C'est comme marcher dans le noir de mémoire. Pas très précis, mais vous finirez quand même par atteindre le mur. Parlons maintenant de ce qui en fait un kamikaze. Le nez dissimule entre 30 et 50 kg d'explosifs. C'est beaucoup. C'est énorme pour une structure aussi légère. Lorsque ce triangle percute sa cible, il se transforme en boule de feu. Et c'est là que réside toute la perfidie. Un tel engin coûte environ 20 000 €, alors qu'un missile destiné à l'abattre peut coûter 2 millions d'euros. Comparez simplement ces chiffres, 20 000 contre 2 millions. C'est comme essayer de tuer un moustique avec un lingot d'or. Même si vous réussissez, vous perdez financièrement. Je me tiens actuellement devant un lanceur, et il ressemble à un conteneur de fret ordinaire. À l'intérieur se trouvent 5 alvéoles. Ils sont lancés l'un après l'autre grâce à un accélérateur à poudre. C'est un petit coup de pied, enflammé, qui propulse le drone dans les airs. Puis ce fameux moteur de mobylette prend le relais. Il vole souvent en essaim. Pourquoi? Parce qu'une seule cible, c'est simple. Mais quand 10 ou 20 de ces engins fondent sur vous de tous côtés, le système de défense s'étouffe littéralement. Il panique, tire toutes ses coûteuses roquettes, et au final, l'un de ces petits bolides bon marché finit toujours par passer entre les mailles du filet. C'est fascinant de voir comment la guerre a changé. Autrefois, on se targuait de complexité, et aujourd'hui, nous assistons au triomphe de la simplicité. C'est comme dans le monde informatique. Parfois, une bonne vieille calculatrice est plus fiable qu'une tablette bardée de technologie. Les concepteurs ont renoncé à tout superflu. Il n'y a pas de caméra qui transmette des images en temps réel. Vous ne pouvez pas le piloter comme avec une manette. Vous entrez simplement les coordonnées avant le décollage. Vous appuyez sur un bouton et vous l'envoyez en mission sans retour. Il n'a pas besoin de rentrer à la base. Il n'a pas besoin de salaire ni de médaille. C'est les mathématiques pures de la destruction. La pièce la plus complexe de ce drone, c'est sans doute l'hélice. Elle est en bois ou en plastique, de type propulsif, c'est-à-dire placée à l'arrière du moteur. Elle pousse simplement l'air et fait avancer ce triangle en polystyrène. Regardez ces soudures sur la coque. Elles sont rudimentaires, grossières. Et c'est précisément dans cette simplicité que réside son danger. Car ce qui est construit simplement est très difficile à neutraliser, que ce soit par des moyens logiciels ou techniques.
Vous savez ce qui m'a le plus frappé lors de cette visite? C'est le contraste. D'un côté, nous voyons ces développements dans des hangars, et de l'autre, nous réalisons l'ampleur des ressources qu'il faut déployer pour arrêter ces mobylettes volantes. Les hommes construisent d'immenses radars, conçoivent des algorithmes d'intelligence artificielle sophistiqués, et puis débarquent un triangle en polystyrène à 20 000 $ qui lance. Salut, me voilà! Pour conclure, je tiens à préciser que ce reportage ne célèbre pas l'armement, mais cherche à comprendre comment fonctionne la pensée technique moderne, dans des conditions extrêmes. C'est l'histoire d'un renversement où le bon marché est devenu l'atout majeur, et le ronronnement d'une tondeuse, un signal d'alerte. Le monde change, et les usines que nous visitons deviennent de plus en plus étranges. Qui aurait imaginé que nous discuterions un jour de fibres de verre et de moteurs à essence, comme de quelque chose capable de bouleverser les règles du jeu sur la grande scène? J'espère que cette plongée dans les coulisses de cet engin vous aura intéressé. N'oubliez pas que derrière chacune de ces machines se cachent des hommes, des chiffres et énormément de calculs. Nous poursuivons notre voyage à travers les sites industriels les plus fascinants du monde. Alors, restez avec nous. Il y aura encore plus de métal, de boulons et de découvertes inattendues. Prenez soin de vous, ne négligez pas le bruit des mobylettes dans le ciel, abonnez-vous à ma chaîne et souvenez-vous, même la chose la plus simple peut s'avérer bien plus complexe qu'il n'y paraît au premier regard, pour peu qu'on l'observe sous le bon angle. À très bientôt dans les prochaines vidéos. Aimeriez-vous que j'analyse plus en détail le système d'alimentation de ce drone, ou que je vous montre comment fonctionnent les groupes mobiles qui tentent de les intercepter? Chaque année, des centaines de plateformes pétrolières offshore sont installées à travers le monde, pesant plusieurs fois le poids de la tour Eiffel. Mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui soutient toute cette masse colossale lors du montage en plein océan déchaîné? Tout repose sur une seule pièce. Une unique microfissure invisible de 0,5 mm peut provoquer une catastrophe chiffrée en milliards d'euros. Suivez cette vidéo jusqu'au bout et vous découvrirez le secret ultime des métallurgistes. Comment, à partir d'acier en fusion à 2100 degrés, on forge des monstres géants capables de soulever 10 000 tonnes. Et quels détails critiques les fabricants de grues maritimes dissimulent pour éviter l'effondrement. Prêt pour une immersion totale? C'est parti! La fabrication des crochets de grues géants débute par la préparation rigoureuse de la matière première dans des ateliers métallurgiques spécialisés. On y travaille un acier de construction de haute qualité dont la teneur en carbone ne dépasse pas 1%, tandis que les ajouts de chrome jusqu'à 2% et de molybdène jusqu'à 0,5% garantissent une résistance à la traction supérieure à 1000 mégapascales et une excellente ténacité au choc. Ces éléments ne sont pas choisis au hasard. Le chrome assure la résistance à la corrosion en milieu marin et le molybdène prévient la fragilité aux basses températures. La matière première arrive sous forme de briquettes ou de lingots de 20 tonnes, chargés dans de puissants fours à arc électrique d'une capacité de 200 tonnes. Ces installations ressemblent à d'immenses cuves de 10 mètres de hauteur, équipées d'électrodes en graphite de 600 mm de diamètre. Lors de l'injection d'un courant atteignant 100 000 ampères, un arc d'un demi-mètre se forme et fait fondre le métal jusqu'à 2100 degrés Celsius. Le four pivote pour assurer un mélange homogène, tandis que les gaz sont évacués par de puissants filtres. Le processus de refonte dure 4 à 5 heures, pendant lesquelles le métal est purifié des impuretés par évaporation sous vide et soufflage à l'argon. Le métal en fusion, d'un jaune éclatant, est coulé dans des poches revêtues de briques réfractaires. La température en sortie
avoisine 1650 degrés. La poche est soulevée par des grues et transportée vers la ligne de coulée. Là se trouvent des moules, d'imposantes structures en acier pesant jusqu'à 200 tonnes, garnies d'un mélange sable-argile ou d'un revêtement métallique. Ces moules de 50 mètres de long sur 5 mètres de large sont déjà préparés en tenant compte d'un retrait du métal de 2%. La coulée s'effectue selon un angle de 45 degrés pour éviter les poches d'air. Le métal liquide, en un jet d'un demi-mètre de large, remplit le premier moule en 15 minutes. Ensuite, le moule est fermé par un couvercle et placé dans une zone de refroidissement contrôlée. La croissance maximale s'effectue durant les 24 premières heures, jusqu'à 800 degrés, puis les 2 jours suivants jusqu'à 200 degrés, tandis que le refroidissement complet à température ambiante s'étale sur une semaine. Des capteurs surveillant les gradients de température à 10 cm de profondeur, pour éviter les contraintes thermiques susceptibles de provoquer des fissures. Durant le refroidissement, le métal cristallise en une structure austénitique brute qui sera ultérieurement optimisée par traitement thermique. Des ouvriers en combinaison de protection supervisent le processus à travers des panneaux vitrés, tandis que l'automatisation enregistre des milliers de paramètres. L'ébauche finale pèse entre 100 et 200 tonnes, mesure jusqu'à 12 mètres de long et jusqu'à 2 mètres de diamètre à la base. Elles sont extraites du moule par des grues d'une capacité de 300 tonnes et préparées pour l'étape suivante, le forgeage. Une fois le long refroidissement terminé, la pièce métallique de 100 à 200 tonnes est extraite du moule par de puissantes grues et transportée vers l'atelier de forge. Un vaste espace de 2000 mètres carrés, sous une voûte de 25 mètres de hauteur. Là se dressent des presses hydrauliques d'une puissance allant jusqu'à 50 000 tonnes, des machines générant une pression de plusieurs millions de pascals. La pièce est découpée en sections de 6 à 8 mètres de longueur et chauffée dans des fours à gaz jusqu'à 1200 degrés Celsius. Le métal prend une couleur rouge vif et devient malléable. Des ouvriers en combinaison thermique, à l'aide de pinces magnétiques, placent la section sous la presse. Première étape, la déformation brute. La presse descend avec une force pouvant atteindre 10 000 tonnes, comprimant le métal de 20 à 30% en un seul cycle. Chaque impact dure quelques secondes, transformant progressivement les contours cylindriques en ébauches de crochets. Vient ensuite le forgeage intermédiaire. Le métal est étiré, on y forme des ouvertures pour des câbles pouvant atteindre 60 cm de diamètre, ainsi que des anneaux d'une épaisseur de 15 cm. Les presses sont équipées de matrices complexes en acier haute résistance qui reproduisent la géométrie exacte du futur crochet. Le nombre total de cycles de forgeage atteint 50 par section, avec des interruptions pour un nouveau chauffage toutes les 10 à 50 minutes. L'étape finale consiste en l'usinage de précision de la partie active. Le diamètre de l'arceau principal du crochet atteint 1 mètre, l'épaisseur des parois 30 cm, le rayon de courbure 2,50 m. Les matrices de la presse travaillent avec une précision d'1 mm, créant nervures de renfort et brides. Après chaque frappe, un nettoyage à l'air comprimé sous 6 bars élimine les oxydes. Le moment clé, le traitement thermique. Le crochet est placé dans des fours de revenus, à 650 degrés pendant 20 heures. Cette opération élimine les tensions internes et optimise la ténacité au choc. Vient ensuite l'usinage mécanique sur fraiseuse. Et maintenant, le plus fascinant, le contrôle par ultrasons. Chaque crochet est examiné pour détecter d'éventuelles fissures cachées. Les capteurs scannent le métal par ondes à 5 MHz, révélant des défauts à partir de 0,5 mm. Si une seule microfissure est détectée, la pièce est rejetée. C'est la norme de sécurité pour les grues offshore, où un crochet supporte des charges
allant jusqu'à 10 000 tonnes à 2 mètres de profondeur. Observez comment les opérateurs manœuvrent ces mastodontes. Tout autour, des grues de 200 tonnes de capacité déplacent les ébauches entre les ateliers. L'usine produit jusqu'à 20 crochets par an, chacun valant des millions d'euros. Ils équipent les grues de sociétés comme Herema ou Saipem pour l'installation de plateformes pétrolières en mer du Nord. Ces crochets sont testés dans des bassins d'eau salée, simulant les conditions marines. Ils sont chargés jusqu'à 120% de leur capacité nominale. Et le métal tient bon. La surface reçoit une couche époxy de 200 microns pour la protéger de la corrosion. L'acier pour ces pièces provient de Scandinavie, où il est fondu dans des fours sous vide. La logistique est impressionnante. Les ébauches pèsent 100 tonnes chacune et sont acheminées par barge. L'usine emploie 200 spécialistes, des métallurgistes aux ingénieurs. Voici ce crochet en cours de finition. On le peint, on grave son numéro de série et on le prépare pour l'expédition. Il partira vers une plateforme où il soulèvera une section de 8000 tonnes. Si vous voyez comment cela se passe en mer, les vagues qui frappent, le vent qui siffle et le crochet qui tient tout. Et ma chaîne tient grâce à vos abonnements. Le parc mondial de grues offshore dépasse 4000 unités, dont environ 1200 sont des navires flottants capables de soulever plus de 5000 tonnes. Les crochets de grues pour de telles machines demeurent rares en raison du nombre limité d'usines spécialisées. En Europe, ce sont principalement des entreprises aux Pays-Bas, en Norvège et en Allemagne, où la capacité de production totale atteint quelques unités par an. Ce Boeing 747 valait 400 millions de dollars. Dans 3 semaines, il sera découpé en morceaux. L'ancien roi des airs, qui transportait des centaines de milliers de passagers d'un continent à l'autre, n'est plus qu'un amas géant d'aluminium aéronautique. Dans cette vidéo, nous pénétrons dans un site de démantèlement fermé au public pour découvrir le fonctionnement de cisailles hydrauliques titanesques et le devenir de 200 tonnes de carburant. Nous traverserons la cabine déserte et découvrirons quelle sera la nouvelle vie de cet appareil après sa fonte. Lorsque nous longeons le fuselage, il semble éternel. Mais dans l'aviation, tout se joue en cycle, décollage et atterrissage. Après 20 à 30 ans de service, le métal se fatigue. Chaque vol pour un avion constitue un cycle de pressurisation et de dépressurisation. Le fuselage respire littéralement. Il se dilate en altitude en raison de la différence de pression et se contracte lors de l'atterrissage. Imaginez que vous pliez un fil d'aluminium dans un sens puis dans l'autre. Tôt ou tard, il finira par se rompre. Après des milliers de tels cycles, des micro-fissures apparaissent dans la structure du métal. Les réparer devient si coûteux qu'il est plus économique d'acheter un appareil neuf. Seconde raison, l'efficacité énergétique. Les vieux géants possèdent 4 réacteurs. Il y a 30 ans, c'était la norme. Mais aujourd'hui, les bimoteurs modernes consomment de 30 à 40% de kérosène en moins, tout en transportant le même nombre de passagers. Dans le ciel, chaque litre de carburant superflu représente une perte pour la compagnie aérienne. Par ailleurs, l'entretien d'un appareil ancien devient un véritable défi. Les pièces détachées ne sont plus produites et les contrôles réglementaires deviennent de plus en plus fréquents et longs. Un avion ne génère des revenus que lorsqu'il est en vol. S'il reste cloué au hangar pendant des mois, faute d'une pièce rare, son sort est scellé. Ainsi, dès que les coûts de sécurité et de carburant dépassent les profits, le géant d'acier est envoyé au recyclage. La phase de vidange de l'appareil constitue l'étape la plus dangereuse et la plus délicate avant le début du démantèlement. Lorsqu'un Boeing 747 arrive dans la zone de recyclage, ses réservoirs d'ailes et centraux peuvent encore contenir jusqu'à 200 tonnes de carburant.
Ce ne sont pas de simples résidus, c'est le volume de plusieurs wagons-citernes ferroviaires. On commence par raccorder des stations de pompage mobile aux conduites de carburant. Le carburant n'est pas simplement déversé dans un seau, il est pompé à travers des vannes hermétiques pour éviter toute évaporation et la moindre étincelle. Une fois la majeure partie du kérosène extraite, débute le séchage. Des orifices de drainage spéciaux s'ouvrent aux points les plus bas des ailes pour évacuer chaque goutte. Mais même vide, un réservoir reste un piège mortel en raison des vapeurs de carburant. Le système est donc purgé au gaz inerte jusqu'à ce que les capteurs confirment une sécurité totale pour l'utilisation d'outils. Une fois l'appareil asséché, vient le tour des moteurs. Chaque réacteur de Boeing est un chef-d'œuvre technologique de plus de 4 tonnes. On ne les découpe pas simplement. Des chariots élévateurs ou des grues spéciales sont amenés jusqu'au pylône et fixent le moteur en plusieurs points. Les mécaniciens déconnectent manuellement des centaines de câbles, de conduites de carburant et de tubes hydrauliques. Les boulons de fixation, les fameux axes de sécurité, sont dévissés en dernier. Le moteur est ensuite descendu délicatement sur un berceau de transport. Fait intéressant, même si l'avion est mis au rebut, les moteurs possèdent souvent encore des milliers d'heures de vie. Ils sont soigneusement mis sous cocon et expédiés vers un entrepôt. Un tel moteur d'occasion, mais en bon état, peut valoir entre 5 et 10 millions d'euros. C'est l'organe le plus précieux du géant d'acier, qui continue souvent sa vie dans les airs sur un autre appareil, tandis que son ancien propriétaire finit en ferraille. Lorsque les réservoirs sont vides et les moteurs démontés, nous pénétrons à l'intérieur, et le spectacle est surréaliste. Un immense espace sur 2 niveaux règne un silence de mort. Le démantèlement de la cabine est un travail manuel à 90%, car il ne s'agit pas simplement de tout casser, mais de récupérer ce qui peut encore rapporter de l'argent. Les premiers éléments démontés sont les sièges passagers. Si les sièges de classe économique finissent généralement recyclés comme déchets plastiques et textiles, ceux de classe affaires et de première classe constituent un véritable trésor. Un tel siège transformable peut valoir plus de 30 000 € à l'état neuf. Ils sont soigneusement extraits pour être revendus à des collectionneurs privés, des bureaux ou des compagnies aériennes low cost. On retire ensuite les modules de cuisine et les chariots de service. Vous serez surpris d'apprendre que ces chariots en aluminium sont des articles extrêmement prisés sur le marché de l'occasion. Ils sont achetés pour décorer bars et hôtels. La suite devient plus salissante. Les ouvriers arrachent la moquette et les panneaux muraux en plastique. C'est la partie la plus difficile à recycler, car le plastique aéronautique est un composite complexe, difficilement transformable. On le trie avant de l'envoyer vers des usines spécialisées pour incinération à haute température ou enfouissement. Mais le plus précieux se cache derrière les panneaux et sous le plancher, l'avionique et le câblage en cuivre. Un Boeing 747 compte près de 250 km de fils électriques. On extrait le cuivre par kilomètres entiers, car sa valeur comme matière première secondaire est considérable. On récupère aussi les masques à oxygène, les blocs de commande d'éclairage et les systèmes de communication. Au bout d'une semaine de ce travail acharné, du somptueux appareil ne subsiste qu'un tube métallique vide percé de hublots, à travers lesquels on ne distingue plus désormais que le squelette d'aluminium nu. Et c'est maintenant que commence ce pourquoi nous sommes là, le véritable spectacle. Lorsque l'avion n'est plus qu'une coquille de métal vide, entrent en scène les pelleteuses équipées de cisailles hydrauliques géantes. C'est impressionnant. Ces cisailles exercent une pression de plusieurs centaines de tonnes et tranchent l'aluminium aéronautique comme un couteau de cuisine découpe du carton. Le processus commence par les ailes. L'envergure d'un Boeing 747 atteint près de 65 mètres.
La mâchoire hydraulique découpe le métal mètre par mètre. Le plus difficile, ce sont les longerons, la partie structurelle centrale où s'attachent les ailes. C'est là que le métal est le plus épais. Une fois les ailes retirées, vient le tour du fuselage. Le conducteur de pelleteuse travaille avec précision. Il découpe la carlingue en sections d'environ 3 à 4 mètres de large. Quand ces immenses anneaux s'écrasent au sol, un nuage de poussière s'élève et le bruit rappelle le tonnerre. En 2 semaines, du majestueux appareil ne subsiste plus que la queue, dressée seule au milieu du béton, jusqu'à ce que les mâchoires d'acier finissent par la rattraper. Vous pensez qu'une fois les mâchoires d'acier de la pelleteuse terminées, c'est la fin de l'histoire? En réalité, ce n'est que le début d'une métamorphose fascinante. Ce qui ressemble aujourd'hui à des monceaux chaotiques de ferraille mutilées porte, dans le langage de l'industrie, le nom de ressources stratégiques. Nous voici face à des montagnes de métal, mais il ne s'agit pas de simples déchets. C'est de l'aluminium de première qualité, la véritable aristocratie des métaux. La structure du fuselage d'un Boeing 747 repose sur des alliages d'aluminium de la série 7000. Dans l'aéronautique, on les apprécie pour leur résistance extraordinaire, comparable à celle de l'acier, mais pour un poids nettement inférieur. Ce métal possède toutefois une particularité. Sa production à partir du minerai exige une quantité colossale d'électricité. En revanche, la refonte secondaire permet d'économiser jusqu'à 95% d'énergie. Voilà pourquoi cette ferraille est si précieuse. D'immenses aimants et séparateurs commencent par isoler les boulons d'acier égarés ou les inserts en titane, puis l'aluminium pur part vers les fours de fusion. Abonnez-vous pour découvrir la suite. Au fond de l'Ohio se cache une machine qui soutient le ciel américain. La presse Mesta 50, un monstre de 36 000 tonnes qui s'enfonce de 10 étages sous terre. Elle comprime le métal avec une force de 50 000 tonnes, soit le poids de 10 tours Eiffel réunies. Sans cette machine, les États-Unis n'auraient ni F-35 ni Boeing 787. Lorsqu'en 2009, une fissure est apparue sur la presse, toute l'aviation américaine a retenu son souffle. Aujourd'hui, nous allons voir comment le titane incandescent se transforme en aile de chasseur, sous le coup du poing d'acier de la guerre froide. Prêt à plonger au cœur de la puissance aéronautique américaine? Si vous vous trouviez devant l'usine Alcoa de Cleveland, dans l'Ohio, rien ne retiendrait votre attention. Un bâtiment industriel ordinaire, un mur de briques grises, des cheminées, des camions. Mais il suffit de descendre pour pénétrer dans un monde où naît la puissance véritable. La presse Mesta 50 ne repose pas sur le sol, elle y est encastrée. 30 mètres de profondeur, 10 étages de béton et d'acier. Pourquoi si profond? Parce que lorsque 50 000 tonnes de force s'abattent sur le métal, la Terre tremble dans un rayon d'1 kilomètre. Sans ces fondations colossales, la presse s'enfoncerait dans le sol comme un couteau dans du beurre. Cette machine fut construite en 1955, au plus fort de la guerre froide. L'Amérique et l'Union soviétique ne rivalisaient pas seulement dans l'espace, elles se disputaient la maîtrise du ciel. Qui parviendrait à créer les meilleurs avions dominerait les airs. Et pour les meilleurs avions, il fallait des pièces impossibles à fabriquer par des procédés ordinaires. Imaginez une aube de turbine du réacteur F-35. Cette pièce ne mesure que 30 cm de long, mais elle tourne à 10 000 tours par minute à une température de 1400 degrés Celsius. Aucune soudure ne pourrait résister à de telles conditions, elle se désintégrerait en quelques secondes. L'aube doit être monobloc, taillée dans un bloc massif de titane ou de super alliage de nickel.
C'est précisément à cela que sert la Mesta 50. Elle ne coupe pas, elle ne soude pas, elle forge. Elle prend un lingot de titane incandescent de 2 kg et le transforme en une forme précise d'aile ou d'aube en un seul coup. Le processus commence par la préparation. Le lingot de titane est chauffé dans un four spécial, jusqu'à 960 degrés Celsius. À cette température, le titane devient aussi malléable que de la pâte à modeler, tout en conservant sa résistance extraordinaire. Le métal émet une lueur rouge vif, presque blanche. Impossible de le regarder sans lunettes de protection spéciale. Lorsque la température atteint le point requis, le bras robotisé extrait le lingot incandescent et, en quelques secondes à peine, le transporte jusqu'à la presse. Le temps est critique. Si le titane refroidit ne serait-ce que de 50 degrés, il deviendra trop dur et la presse ne pourra plus le déformer. Le lingot est placé dans la matrice inférieure, un immense moule en acier qui épouse les contours de la future pièce. Au-dessus, descend la matrice supérieure de 150 tonnes. Et là, c'est le choc. 50 000 tonnes de force s'abattent sur le titane incandescent. Pour vous donner une idée, c'est comme si l'on posait simultanément 150 avions de ligne sur votre table. Les vérins hydrauliques, de 2,50 m de diamètre, génèrent une pression de 350 mégapascales, soit 3500 fois la pression atmosphérique. Sous une pression aussi folle, le titane se comporte étrangement. Il ne casse pas, ne se fissure pas, il coule. Les atomes du métal se déplacent, glissent les uns contre les autres, remplissant chaque recoin microscopique du moule. En 3 secondes, un lingot informe se transforme en copie parfaite d'un longeron d'aile ou d'une aube de turbine. L'usine tout entière tremble sous l'impact. À plusieurs centaines de mètres à la ronde, on ressent la vibration, comme un petit séisme. Les ouvriers qui travaillent près de la presse portent des casques spéciaux, car le son de l'impact atteint 130 décibels, plus fort que le décollage d'un avion à réaction. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Malgré cette force barbare, la presse contrôle la forme à un demi-millimètre près. Des capteurs laser suivent chaque mouvement de la matrice. L'hydraulique corrige la pression des milliers de fois par seconde. Si quelque chose tourne mal, une pièce valant 300 000 € se transforme en ferraille. La Mesta 50 fabrique des pièces pour tous les principaux avions américains. Le F-35, Lightning II, le F-22 Raptor, le Boeing 787 Dreamliner, les moteurs d'hélicoptères Apache, tous comportent des pièces nées sous les coups de cette presse. Chaque mois, plus de 2000 tonnes de titane et de super-alliage de nickel y transitent. Puis vint la catastrophe. En 2009, lors d'une frappe de routine, les ingénieurs entendirent un bruit inhabituel. Le métal venait de se fissurer. La presse fut immédiatement arrêtée et la découverte glaça les sangs. Une fissure d'1,20 m était apparue dans la poutre maîtresse. Pour l'industrie aéronautique américaine, ce fut un choc. La Mesta 50 est la seule presse d'une telle puissance dans le pays. Sans elle, la production du F-35 s'arrêtait net, Boeing ne pouvait plus fabriquer de pièces pour le Dreamliner, les commandes militaires restaient en suspens. Chaque jour d'immobilisation coûtait des millions de dollars. Une réparation désespérée s'est engagée. Le problème, c'est qu'une poutre de 2000 tonnes ne peut tout simplement pas être démontée et remplacée. Elle est intégrée dans la structure à 30 mètres de profondeur, entourée de dizaines d'autres systèmes. Les ingénieurs prévoient d'effectuer la réparation sur place. Une équipe spécialisée de soudeurs a travaillé 24 heures sur 24 pendant 4 mois. Ils ont utilisé la technologie la plus avancée, le soudage électrolytier sous atmosphère inerte. La fissure a été soudée couche par couche,
chacune d'une épaisseur de 3 mm. Après chaque couche, le métal subissait un traitement thermique pour éliminer les contraintes internes. Au total, 760 couches de cordons de soudure ont été déposées. Parallèlement, une poutre de secours était fabriquée, au cas où la réparation échouerait. Elle a été réalisée dans une autre usine, en utilisant la plus grande grue d'Amérique, d'une capacité de 4000 tonnes. Le coût de cette poutre de secours, 18 millions de dollars. Quant à l'abonnement à ma chaîne, il vous coûtera 0 $ et 0 cents. Alors, vous êtes déjà abonné ? Mais la réparation fut une réussite. En décembre 2009, la Mesta 50 reprit du service. Le premier coup après la remise en état fut observé par 200 ingénieurs. Tous retenaient leur souffle. La presse frappa, le titane se déforma, et la fissure ne réapparut pas. Le ciel américain était sauvé. Aujourd'hui, la Mesta 50 continue de fonctionner. Elle a déjà près de 70 ans, un âge incroyable pour un équipement industriel. Les presses modernes sont plus efficaces et automatisées, mais aucune ne peut atteindre une telle puissance. 50 000 tonnes demeure un record inégalé pour le pays. Fait intéressant, autour de la presse s'est formé tout un écosystème. Des milliers d'ingénieurs, de métallurgistes, d'opérateurs travaillent à l'usine. Beaucoup sont originaires d'Amérique latine, venus aux États-Unis en quête d'une vie meilleure et qui ont trouvé un emploi dans l'aéronautique. Ils façonnent les pièces qui ensuite propulsent des avions dans le ciel du monde entier. La Mesta 50, c'est bien plus qu'une machine. C'est un symbole de puissance industrielle, d'excellence technologique et d'ingéniosité technique. C'est la preuve que parfois, les meilleures solutions ne sont pas les plus récentes, mais celles qui ont été éprouvées par des décennies de travail fiable sous une pression incroyable.